Vous revoilà. Donc si vous tombez par hasard sur cette vidéo, je vous invite à regarder l'introduction qui est en lien dans la description. Et si vous avez vu l'introduction, c'est que vous avez cliqué sur la suite. Donc super. Je vais mettre en fond une vidéo de la chaîne Data Radar qui montre l'évolution graphique du jeu vidéo au cours des âges. Donc je continue cette introduction en expliquant très simplement ce qui fait les spécificités de ce médium. C'est un médium qui est très jeune et il n'y a pas de hiérarchie dans l'art. Chaque médium a ses propres spécificités et ce qui fait une œuvre, ce qui rend une œuvre intéressante, c'est pas la complexité ou la richesse du médium utilisé, c'est la manière dont l'œuvre va explorer et utiliser les spécificités de ce médium justement. Donc prenons l'exemple de la peinture. Un peintre va réussir à représenter un espace en 3 dimensions sur une toile qui elle est en 2 dimensions en jouant sur des effets de matière, sur une touche, sur un langage visuel qui va définir. La photographie va être l'évolution directe de ce truc-là, avec en plus cette notion de capturer une image au bon endroit, au bon moment. Le cinéma va être encore une fois l'évolution directe de ça, en, en mettant ces images en mouvement et en jouant avec le montage, la musique, le sound design, afin de raconter une narration grâce au mouvement. Voilà, donc chaque médium ont leur spécificité, que ce soit la sculpture qui va utiliser l'espace, la danse, et j'en oublie plein d'autres. Le jeu vidéo est un médium très jeune. Il y a tout à explorer et c'est ça qui est vraiment très intéressant, je trouve. Euh, et on commence à avoir certains codes qui émergent et qui découlent des premiers jeux qui ont eu un certain succès. Et les jeux vidéo modernes, actuels, vont découler directement de certaines trouvailles qui ont fonctionné dans ces jeux vidéo-là, qui ont posé les bases de ce qu'on appelle le gameplay, mais aussi de ces notions de communication non verbale, de ces communications visuelles. Euh, Mario est un super exemple, c'est l'exemple qu'on donne très souvent. Mario est un plombier et euh, les développeurs voulaient créer des passages secrets dans les tubes verts que l'on voit, et le meilleur moyen qu'ils ont trouvé pour éviter de couper le flot de jouabilité avec un texte qui apparaît, c'était de ne pas forcément de manière verbale communiquer aux joueurs qu'on peut prendre des passages secrets, mais de le suggérer en montrant que Mario, il a une tenue de plombier. Du coup, c'est intuitif de se dire que quand on est sur un tuyau, on peut appuyer sur la touche bas, et comme ça on peut rentrer dans un passage secret et accéder à des niveaux bonus. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est euh, un bon game designer ou une bonne équipe de jeux vidéo va réussir à communiquer les intentions de jouabilité, donc les intentions de gameplay, qui est un mot anglais qui veut dire les règles du jeu, les intentions de narration, les intentions de world building, donc de création du monde, de l'univers, pour que les règles du jeu et les objectifs soient extrêmement clairs pour le joueur, pour éviter toute frustration et que du coup il puisse se concentrer sur les énigmes, les challenges, l'action dans un jeu, etc. etc. Euh, voilà, donc c'est vraiment intéressant de voir que voilà, on a des exemples très concrets de jeux qui ont été des pionniers, aussi bien en 2 dimensions en utilisant ce qu'on appelle des sprites, puis avec des découvertes de comment est-ce qu'on peut représenter un espace en 3 dimensions grâce aux ordinateurs. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette série de vidéos. C'est comment utiliser au mieux
ces outils propres aux jeux vidéo. Dans certains cas, notamment les jeux de gestion de ville ou de stratégie, ne peuvent pas passer à côté de tutoriels verbeux, dans le sens où il y a tellement de richesse en termes de jouabilité, richesse de gameplay, qu'il faut prendre le temps d'expliquer aux joueurs de manière textuelle les différentes possibilités, quelles sont les fonctions de tel ou tel bâtiment, comment gérer une économie, etc. C'est difficile de faire autrement, mais dans des jeux d'énigmes ou d'action, c'est dommage d'avoir d'utiliser du texte ou des cinématiques afin de communiquer des intentions de gameplay aux joueurs, dans le sens où l'interactivité, c'est ce qui fait le cœur du jeu vidéo. Et un bon jeu vidéo, ça va être une œuvre qui va réussir à exploiter au mieux et de manière simple mais subtile et intéressante cette notion d'interactivité afin d'apprendre successivement les différentes composantes du gameplay du jeu. J'ai pendant longtemps essayé de faire découvrir ce médium à mes parents, et c'est un médium qui leur fait très peur, parce que vu de l'extérieur, c'est un monde qui est assez opaque et qui paraît compliqué, notamment avec ce truc-là qui fait super peur, cette espèce de bidule qui a plein de boutons, où on voit des gens appuyer dans tous les sens et faire des trucs compliqués, des espèces de no-life devant leur écran, des hommes-machines. Et en fait, le jeu vidéo n'a pas besoin d'être complexe pour les novices, et un jeu vidéo qui prend par la main le joueur peut le faire de manière très subtile, tout en lui laissant beaucoup de liberté, tout en le respectant, tout en étant en même temps intéressant pour les joueurs qui ont l'habitude de ce médium. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de faire une œuvre qui est spécifique et qui est accessible au plus grand nombre, tout en ayant sa propre personnalité, qu'elle soit artistique, narrative ou dans le gameplay. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, j'aimerais montrer quelques exemples de choses qui sont pas dramatiques mais ne marchent pas très bien, je trouve, dans le jeu vidéo, qui brisent l'expérience qu'on puisse avoir avec une œuvre. Et dans le second temps, on verra des exemples concrets de œuvres classiques ou d'œuvres indépendantes un peu plus, enfin qui sont moins connues, qui vont justement baser l'ensemble de leur gameplay autour de cette notion d'apprentissage. Parce qu'en fait, ce qui fait véritablement la force de ce médium, c'est que en plus d'être un divertissement, il n'y a aucun problème avec ça, c'est vraiment très bien de rentrer chez soi le soir et de jouer à une expérience qui va nous faire vivre une aventure pour sortir de notre quotidien, ou bien de retrouver des amis afin d'avoir une expérience soit collaborative, soit compétitive. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce médium, c'est cette notion d'apprentissage. La notion de jeu qui existe depuis les débuts de l'humanité et depuis toujours, on a des jeux comme les échecs ou le jeu de Go. Ça a toujours été une forme d'expérimentation où on est en toute sécurité, mais on peut prendre des risques et où l'échec n'est pas pénalisant, et c'est une forme d'apprentissage, et on va pouvoir s'entraîner naturellement avec cette notion de plaisir et de récompense à développer, on va dire, ouais, une pensée systémique ou des réflexes, ou à s'entraîner à mieux percevoir le monde qui nous entoure, mais sans se rendre compte, de manière vraiment intuitive et naturelle. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce médium. Et on peut combiner les deux. On peut tout à fait combiner une expérience comme Lara Croft, comme Tomb Raider, qui va raconter une histoire, qui va être vraiment une expérience narrative et émotionnelle, avec quelque chose de plus profond, qui va avoir un véritable impact sur l'individu et une société à part entière. Voilà, je pèse vraiment mes mots en disant ça. C'est pas pour jeter des fleurs à ce médium que j'adore. Il est pas au-dessus des autres, mais
c'est un bon moyen de partager, en tant que game designer, quelque chose que l'on a perçu ou compris du monde et de l'épurer, le simplifier et de le mettre en évidence à travers une expérience interactive. Et du coup, notre travail, nous, en tant que graphistes, c'est de communiquer au mieux ses intentions de gameplay et de narration, et d'avoir une fusion visuelle entre ce qu'on a à l'écran et créer quelque chose qui soit à la fois artistique, plaisant à regarder, mais qui communique au mieux, de manière technique et visuelle, ces différentes intentions. Voilà, donc je pense que c'est une vidéo d'introduction qui était assez longue, mais je pense que c'est important de comprendre les différentes composantes de ce qui fait la force, pas forcément la force, mais ouais, véritablement les spécificités du médium, et de voir les points communs aussi bien entre différents jeux, qu'ils soient modernes ou classiques, tout en regardant aussi en parallèle comment certains jeux vont créer de toutes pièces leur propre code visuel et comment est-ce qu'ils vont les explorer au sein d'une œuvre unique. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo d'explication. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo et on peut passer à la suite. Merci, à très vite.